Alors, donc, on continue le chapitre 4. Il nous reste une dernière partie de ce chapitre. Vous voyez, s'il vous plaît? Oui, vous voyez la présentation? Ok, très bien. Alors, donc, voilà. On a déjà expliqué ce diapo la fois passée. Juste, je vais... Voilà. Voilà, comme je vous ai dit, on a déjà présenté ce diapo la fois passée. On va terminer le chapitre 4. Voilà. Juste, donc, je vais vous rappeler ce qu'on a dit en expliquant ce diapo. Donc, c'est-à-dire les terminologies one, utilisées généralement. Voilà. Donc, pour connecter, par exemple, un client, euh, voilà, bien un abonné à un réseau, à un service réseau. L'abonné, ça peut être un utilisateur, comme ça peut être une entreprise, un service. Regardez, ça, c'est un client vise, qui veut peut-être se connecter à Internet. Aussi, c'est une entreprise qui aussi veut se connecter à Internet, comme ça peut être une entreprise qui vise à connecter deux unités géographiquement distantes de cette entreprise. Voilà, c'est des terminologies uniquement utilisées pour la technologie web. Le premier, bien, la première terminologie, c'est les équipements Data Terminal Equipment, c'est DTU. On a le DTU, le DCU. D'accord? Donc, juste je vérifie si tout le monde est connecté. Ok, très bien. Voilà, comme je vous disais, c'est des terminologies. Entendez des tuyaux, c'est-à-dire c'est des équipements qui connectent le réseau LAN de l'équipement. Généralement, c'est un routeur. Regardez. Regardez, c'est un routeur ou bien un ensemble de routeurs. D'accord? Les DCE, généralement, c'est l'appareil qui euh, qui est utilisé, qui doit être utilisé par le client pour avoir les services, les services du fournisseur d'Internet. Voilà, les fournisseurs des services réseau. Généralement, regardez un modem qui peut être utilisé pour avoir l'accès à notre réseau, pour avoir les services réseau, bien sûr. Généralement, un modem. Un autre équipement, voilà, c'est des équipements installés dans les locaux du client. Généralement, c'est des équipements des tuyaux et des cieux. Voilà. Il y en a aussi, c'est le point de présence. Hein, c'est POP. Point de présence, généralement, c'est c'est le point, c'est le point, voilà, par lequel le modem, ou à travers lequel le modem sera connecté. Généralement, s'il s'agit d'une ligne spécialisée, donc il nous faut peut-être un petit équipement qui permet de faire l'adaptation des câbles, par exemple, derrière cet équipement, bien sûr, peut-être un câble fibre. Et à l'intérieur, c'est des câbles, bien sûr, Ethernet, etc. Ça peut être une ligne téléphonique directement. Voilà, c'est le fournisseur de téléphone. Voilà, c'est-à-dire c'est le point qui joue le rôle d'interface entre le réseau de l'abonné et le fournisseur de service réseau. Euh, Généralement, le, le, le point de démarcation, le point de démarcation,
Généralement, c'est l'emplacement physique d'un immeuble ou d'un complexe qui sépare officiellement, bien sûr, les équipements DCE, qui est le modem, de l'équipement et de l'équipement de fournisseur de services. D'accord? Euh, voilà, c'est ça, c'est l'emplacement qui sépare les deux. Généralement, c'est l'emplacement où on met le POP. C'est des terminologies, d'accord? Parce que on ne sait jamais quand vous peut-être documenté sur ça, vous trouverez ces terminologies et donc vous pouvez comprendre facilement. D'accord? La suite des terminologies, il y en a ce qu'on appelle boucle locale. D'accord? Les boucles locales, regardez, généralement, regardez, c'est ce point, c'est le câble directement, c'est le fournisseur, soit la ligne téléphonique, soit un fibre optique, etc., soit un câble Ethernet, soit un câble fibre optique, d'accord, qui relie le point ADA, le POP, avec directement le centre téléphonique. Et le centre téléphonique, c'est-à-dire, bien sûr, c'est après, on sera connecté directement à notre fournisseur du service réseau. Réseau à pillage, c'est le réseau WAN. C'est le réseau WAN. Parce que quand on dit c'est physiquement, ça peut être, on passe par plusieurs réseaux, par plusieurs équipements. Il n'y a pas un câble qui relie directement l'abonné à son fournisseur ou bien un centre téléphonique. On peut passer par plusieurs réseaux, que ce soit réseau filaire, de transmission, sans fil, etc. Après, il y en a ce qu'on appelle les réseaux de liaison, ou bien le backhaul. D'accord? Le backhaul, c'est exactement ce réseau, donc qui connecte plusieurs nœuds, voilà, pour fournir des services. Voilà. Le réseau fédérateur, bien sûr, c'est un réseau de grande capacité utilisé pour interconnecter les réseaux de fournisseurs et bien sûr les réseaux généralement quand on dit réseau fédérateur, c'est-à-dire le réseau qui contient presque le tout parce que il doit bien sûr rouler le fournisseur avec les clients et les abonnés. Aussi, il doit garantir une certaine redondance. Voilà. Donc, c'est exactement ça, quand on dit le réseau fédéral. Voilà. Maintenant, pour les périphériques WAN. Bon, pour les périphériques WAN, il y en a plusieurs, bien sûr, périphériques WAN qu'on peut utiliser. Voilà, sans vous expliquer ce tableau, donc on va se baser directement sur ce schéma. Regardez, il y a plusieurs équipements qui appartiennent au réseau WAN. On peut commencer à partir euh, de, de cette partie, si vous voulez, et de cette partie de ce côté, la même chose. Voilà. Donc, les DTO, c'est des équipements côté client. Voilà. Les DTO, c'est le routeur qui fait le routage, etc. Après, le DCE. Le DCE, il est considéré comme les équipements DCE sont des équipements de réseau WAN. Par exemple, il peut être un modem, il peut être un modem DSL, il peut être un modèle, c'est-à-dire câble directement, et ça peut être un convertisseur, c'est-à-dire euh, optique, c'est-à-dire qui fait la conversation de l'optique vers l'électrique. Voilà. Là, le Ethernet, si vous voulez, il peut être un routeur sans fil. Voilà. Et aussi, on peut ajouter le core. Le core, c'est-à-dire les équipements qui forment le réseau core, ou bien la partie one, exactement le core. Quand on dit le core, c'est-à-dire des équipements euh, de haute capacité, généralement c'est des serveurs, c'est des routeurs, c'est des équipements niveau 3 qui font le routage. Voilà. Et c'est des deux écrans, on a utilisé deux écrans différents, c'est-à-dire il y a des équipements différenciés qui sont interconnectés pour
fournir bien sûr la haute disponibilité, voilà, c'est-à-dire la haute disponibilité, regardez en termes de routage, en termes de câbles, de liaison, de l'équipement, c'est-à-dire redondance, plusieurs niveaux. C'est ça les équipements, voilà, bien les périphériques et les équipements du réseau WAN. Maintenant, comment il fonctionne le réseau WAN? Quand on dit le réseau WAN, s'il vous plaît, je dois revenir en arrière. Juste, voilà, regardez. C'est-à-dire, on voudrait connecter ce point à un routeur ici, ce modem à un point ici, ou bien ce routeur à un autre routeur. Ou bien, par exemple, ce routeur à un autre routeur pour former un réseau WAN. C'est ça. Donc, quelle est la technologie? La technologie qu'on doit utiliser. Voilà. Donc, généralement, dans le modèle OSE, il y a deux normes qu'on peut utiliser. Voilà. Qu'on peut utiliser quand on utilise là, bien sûr, le câble à fibre optique, voilà, au niveau de la première couche. Donc, il y a la première norme, d'accord, la première norme, qui est donc la norme SDH, ce qu'on appelle donc Synchronous Digital Hierarchy, la SDH, voilà, est une norme bien sûr mondiale qui permet le transport de données sur un câble fibre optique. Voilà. Il y a aussi la deuxième norme, SONET, Synchronous Optical Networking. Voilà, aussi c'est une norme qui est utilisée généralement dans la région nord-américaine et qui fournit les mêmes services, voilà, fournis par la première norme SDH. D'accord? Donc, les deux normes SDH et SONET sont utilisées pour, bien sûr, faire fonctionner la liaison WAN entre deux routeurs, entre un modem et un routeur distant, etc. D'accord? Donc, généralement, ces deux normes définissent la manière euh, de transférer un trafic, voilà, un trafic de données, voilà, de plusieurs types, bien sûr, voix, vidéo, etc., sur une fibre optique. D'accord? Il y a aussi, donc, si vous voulez, une autre technologie, ce qu'on appelle Dense Wavelength Division Multiplexing, donc DWDM, donc qui est une technologie plus récente qui a été utilisée justement pour augmenter la charge, augmenter, c'est-à-dire améliorer, si vous voulez, les deux normes précédentes. Mais en réalité, si vous voulez, c'est une extension de ces deux normes. Voilà, pour améliorer c'est-à-dire la capacité de transmission. Voilà, quand on utilise cette norme, c'est-à-dire on peut améliorer la capacité de transmission et exploiter la capacité de la liaison presque à 100%. Donc, cette norme permet d'envoyer des données, donc, c'est-à-dire en envoyant simultanément plusieurs flux de données. Donc, en utilisant le multiplexage, voilà. Voilà, et bien sûr en utilisant différentes longueurs d'onde de lumière. Est-ce qu'il y a des étudiants qui attendent? Je vérifie. Continuer. Alors, concernant donc la connectivité à un réseau WAN moderne, généralement donc les réseaux WAN modernes, voilà, ont bien sûr plusieurs options de connectivité par rapport au réseau WAN traditionnel. Regardez, voilà, il y a plusieurs flexibilités. Regardez, on peut utiliser un réseau cellulaire actuellement pour se connecter à un réseau WAN. Donc, on peut former un réseau WAN en passant par un réseau cellulaire.
Voilà. Connexion Internet 4G et on peut former un réseau WAN. On peut passer en utilisant un modem sans fil, c'est-à-dire en passant par un réseau Wi-Fi. On peut passer par un réseau satellitaire. D'accord? Donc, on peut avoir les trois pour le même abonné. Voilà, c'est-à-dire si on a une entreprise, voilà, donc pour augmenter la disponibilité, voilà, on peut utiliser les trois types de connexion. Et en passant par un réseau Internet normal, que ce soit filaire ou Wi-Fi, c'est-à-dire de l'Algérie Télécom. On peut passer par former un réseau WAN, utilisant un réseau 4G cellulaire. On peut aussi avoir un abonnement, voilà, et avoir un réseau satellitaire. Satellitaire, donc il nous faut, voilà, un abonnement chez les fournisseurs qui fournissent ce genre de connexion. Il nous faut aussi un équipement local. Et c'est bon, les configurations. D'accord? Après, on peut utiliser, bien sûr, les réseaux, sinon on peut se connecter directement à, au service réseau disponible selon la région où se trouve l'entreprise. S'il y a un fournisseur d'Internet qui a un réseau sophistiqué à travers un fibre optique, on peut avoir cette connexion. On peut avoir donc une connexion en ligne téléphonique. On peut utiliser un câble coaxial. Donc il y a multiples, c'est-à-dire plusieurs options pour former un réseau. Aussi pour le réseau WAN, il y a la technologie moderne, c'est le WAN Ethernet. Qu'est-ce que ça veut dire WAN Ethernet? C'est-à-dire on peut passer par, euh, au lieu d'utiliser des liaisons serrées, on peut utiliser des liaisons Ethernet. Liaisons Ethernet, d'accord? Pour avoir de bonnes capacités. Voilà, donc la liaison Ethernet formait un bon, c'est-à-dire très bonne capacité. Donc le service One Ethernet peut prendre bien sûr plusieurs normes. Voilà, regardez, notamment donc Ethernet métropolitain, métro E, voilà, c'est-à-dire c'est un réseau là où se trouve l'abonné, l'entreprise, etc. S'il existe ce genre de WAN, voilà, c'est bon, donc on peut avoir une connexion directement Internet vers un point d'entrée à ce réseau et après, c'est selon l'abonnement, selon les services disponibles, donc on peut avoir accès à plusieurs services. On peut aussi, supposons, il y a une entreprise qui a plusieurs branches, voilà, c'est-à-dire la branche, la région centrale, les régions, si vous voulez, des unités régionales, voilà. Donc, on peut, voilà, connecter les différentes régions, voilà, en passant par ce genre de réseau. Voilà. Soit si on a les bonnes, euh, c'est-à-dire les capacités et les autorisations pour déployer ce réseau. Donc, on peut déployer ce réseau, comme par exemple les opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms, par exemple Mobilis, GZ, Origo, etc., ils peuvent déployer leur propre réseau WAN, voilà, qui est relié voilà, toutes les différentes, bien sûr, annexes et les différentes unités. Voilà. Centre, Est, Ouest, Sud, etc. Voilà. Parce qu'ils ont bien sûr le droit et ils ont les moyens. Voilà. Donc, on a Ethernet Metro E, il y en a le Ethernet over MPLS, c'est-à-dire on configure et on déploie un réseau MPLS. Il y en a aussi ce qu'on appelle le service LAN privé virtuel, c'est les VPLS. Les VPLS, c'est ce genre de, voilà, de connexion publique, mais chiffrée, donc devient privé. Voilà, devient privé. Donc, un port Ethernet One présente de nombreux bénéfices. Regardez, il suffit d'avoir juste un port. C'est-à-dire, s'il y a un fournisseur qui fournit ce genre de réseau One, il suffit d'avoir un port uniquement. Voilà. Parce qu'il y a un réseau, exemple, disponible au niveau de WebZoar. Donc, il suffit l'USTHB demande un port.
voilà, et tire un câble relié directement le centre calcul à ce port. Et c'est bon. On est se connecté à un réseau WAN et c'est bon. Donc, après, est-ce qu'on voudrait avoir accès après à uniquement à Internet ou bien d'autres choses? C'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, quels sont les avantages? Donc, généralement, c'est des frais, euh, généralement, il n'est pas coûteux. D'accord? Ce genre de WAN n'est pas vraiment coûteux comme les lignes spécialisées, etc. Parce que c'est un service, euh, comme c'est un cloud, et tout le monde se connecte à ce cloud. D'accord? Donc, pas comme une ligne téléphonique dédiée, ou bien une ligne spécialisée. Intégration facile avec les réseaux existants, c'est clair, parce que ce cloud est disponible. Voilà. Il suffit juste d'avoir un port. Je suis à Alger. Il suffit de demander un port au niveau d'Alger. Euh, je suis à Oran et à Constantine. Il suffit d'avoir un port aussi dans ces deux régions. Et après, c'est bon. C'est à faire de rodage pour relier les deux. Voilà. Pour relier les trois régions. Voilà, donc intégration facile, productivité, bien sûr, c'est-à-dire c'est facile parce qu'on ne va pas gérer le réseau WAN, etc. C'est juste une connexion. Après, il y a toute une entreprise qui gère le WAN. Le WAN, il fournit une haute disponibilité, ce qui augmente bien sûr la, la, la productivité de l'entreprise. Donc, le One Ethernet peut facilement remplacer, bien sûr, les technologies One traditionnelles. Voilà. Traditionnelles, il peut bien sûr facilement remplacer la liaison point-à-point et One ATM ou bien frame relais. Parmi les technologies One aussi, il y a le réseau MPLS. Le réseau MPLS, actuellement, Algérie Telecom a déployé son propre réseau MPLS. Même les opérateurs télécoms ont déployé leur réseau MPLS. Voilà. MPLS, bien sûr, c'est un réseau qui fournit aussi une bonne, une haute disponibilité, une bonne capacité de transmission. Voilà. Et aussi réduire, il permet de réduire l'investissement en termes de réseau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans une entreprise, toujours je vous donne l'exemple de Télécom, parce que Télécom utilise ce genre de réseau. Dans l'entreprise, n'importe quelle entreprise Télécom, il y a plusieurs réseaux internes. Chaque réseau interne est déployé, c'est-à-dire d'une manière indépendante aux autres réseaux. Chaque réseau a son propre architecture, chaque service, si vous voulez. On a un service, par exemple, je ne sais pas, le réseau ONDM, Operation and Management. On a le réseau, par exemple, de facturation. Et on a ce qu'on appelle le HLR, etc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. De toute façon, il y a plusieurs réseaux. Plusieurs réseaux. Et ces réseaux sont déployés, c'est-à-dire à l'échelle nationale. C'est-à-dire ce qui oblige l'opérateur à déployer un réseau WAN pour chaque service ou bien chaque réseau. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura plusieurs réseaux WAN séparés. Plusieurs réseaux WAN séparés dans la même entreprise. Donc, malgré que peut-être un service utilise l'autre, mais à travers bien sûr des contrôles d'accès ou à travers les équipements colocalisés des différents services. C'est-à-dire sans partager le réseau WAN. Le réseau WAN est séparé. Donc, il faut pour chaque service, il faut déployer les équipements réseau, il faut avoir des liaisons réseau séparées, même par exemple, euh, un service n'utilise pas, par exemple, ne nécessite pas une grande capacité en termes de bande passante, mais on est obligé de lui allouer au moins une liaison de 2 mégas, par exemple, la base, ainsi de suite. Donc,
comme je vous ai dit, à la fin, on aura plusieurs réseaux WAN déployés dans la même entreprise. Quand on utilise un PLS, on peut, c'est-à-dire regrouper tous ces réseaux en un seul réseau. En un seul réseau. Comment? Il suffit de déployer le corps MPLS. Le corps MPLS, il contient bien sûr des équipements, ce qu'on appelle les P, hein, les providers, hein, les providers, les routers providers. Hein. Généralement, ça peut être, pour nous, en tant qu'individus, ça peut être un fournisseur d'accès Internet, mais pour les opérateurs, c'est un équipement nommé provider, provider router, d'accord? Un PR, hein, c'est un routeur P. Il y en a aussi d'autres types de routeurs, c'est les P, ou bien les PE, et en anglais, on nomme les PE, hein, les PE, Provider Edge, hein. D'accord? C'est des routeurs provider edge parce qu'ils se trouvent dans, c'est-à-dire les frontières edge. D'accord? Après, on aura les services, ou bien les clients, les abonnés. Chaque client a un équipement, ce qu'on appelle le CE. Le CE, c'est le Edge Client. Regardez, hein, Edge Client. D'accord? Voilà, il suffit, bien sûr, de connecter cet équipement à l'équipement PE ici, bon, soit directement, soit à travers, donc bien sûr, un câble ou bien un DSL ou bien une autre essentielle. Voilà. Après, on sera connecté dans le même réseau. Le premier service, le deuxième service, au lieu d'avoir plusieurs réseaux, voilà. C'est vrai, il y en a plusieurs services, plusieurs réseaux, mais à la fin, tous ces réseaux utilisent le même réseau WAN, qui est le MPLS. Maintenant, c'est connecter les différents abonnés, connecter les différents réseaux dans le même réseau MPLS, on aura un problème de sécurité. On aura un problème aussi de qualité de service. MPLS gère tout ça. Donc, pour chaque service, on peut créer un VPN, ce qu'on appelle VPN MPLS, voilà, pour connecter et créer une liaison logique chiffrée entre les différents, bien sûr, zones, bien les différentes régions qui appartiennent au même réseau, bien le même service. Après, aussi, un PLS implémente une politique de qualité de service pour, euh, pour bien sûr, gérer c'est-à-dire les différents types de trafic selon, bien sûr, la priorité du trafic. Certains qui nécessitent une bande passante élevée, on va lui allouer la bande passante nécessaire. Un service qui ne nécessite pas le temps réel et qui ne nécessite pas donc une bande passante élevée, on va lui allouer uniquement donc, la bande passante nécessaire. Voilà donc la qualité de service. Aussi, le MPLS implémente ce qu'on appelle le traffic engineering à l'intérieur de core MPLS. Le core MPLS, on peut implémenter le traffic engineering c'est pour garantir la haute disponibilité, la sécurité, etc. Maintenant, pour connecter donc un client, bien un utilisateur, pardon, un réseau WAN, ou bien un réseau MPLS, comme vous voulez, donc peut-être on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle une connectivité basée sur DSL ou bien PPP. Voilà, c'est des protocoles de couche 2 qu'on peut utiliser pour encapsuler les données avant de les transmettre dans la couche physique. Voilà. PPP, c'est un protocole point-to-point. Voilà, regardez comment il fonctionne. Voilà. Il permet de regarder à travers. Donc, il y a le protocole PPP, il y a le paquet IP. Quand le client, bien sûr, envoie le paquet, il y a le champ Ethernet. Quand le paquet arrive au niveau de modem DSL, bien le modem, connecté après au réseau WAN, donc on aura uniquement on va encapsuler les données Ethernet
voilà, dans le protocole PPP. Après, on garde uniquement si vous voulez, la tête et du paquet. Voilà comment généralement elle fonctionne. Regardez, encapsulation, d'encapsulation, etc. Voilà. Mais le PPP, donc, quand vous utilisez le PPP, il y a le PPP toujours over Ethernet, c'est en local. Voilà. Et il y a aussi le PPP over Ethernet client. Voilà, c'est entre le modem et le réseau. Maintenant, concernant les protocoles d'encapsulation WAN, regardez, donc les données sont encapsulées dans le tram avant, bien sûr, de les transmettre via la liaison WAN. Voilà. Et doivent être, bien sûr, configurées selon le protocole choisi dans la couche 2. Donc, le choix du protocole dépend de la, bien sûr, technologie WAN utilisée et l'équipement de communication. Comme je vous ai dit, les protocoles WAN, il y a le HDLC et le PPP. HDLC, c'est un protocole d'encapsulation par défaut. C'est par défaut toutes les liaisons serrées du réseau WAN, voilà, fonctionnent par défaut, c'est-à-dire en utilisant le protocole HDLC. Il est activé par défaut. HDLC, donc, nécessite une synchronisation. Voilà, une synchronisation et les deux liaisons doivent être synchronisées. Quand on doit synchroniser, donc il faut configurer une horloge là, pour synchroniser les deux liaisons. Le protocole PPP est un protocole fournit les connexions point à point, donc un routeur à un routeur, ou bien un hôte à un routeur. Voilà, et il possède également des mécanismes de sécurité intégrés. Voilà, le protocole PPP, on peut aussi sécuriser même les données envoyées à travers la liaison PPP en utilisant des protocoles d'authentification comme le protocole PAP ou bien le protocole SHAP. Hein? Les deux protocoles, c'est des protocoles d'authentification. C'est-à-dire, vous pouvez authentifier le trafic, vérifier, c'est-à-dire l'identité. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut utiliser la liaison, mais uniquement ceux qui, bien sûr, ayant l'identité, c'est-à-dire autorisée. Voilà. Donc, le rôle de PAP et JAP permet de vérifier cette identité. On ne va pas rentrer dans le détail, voilà, mais c'est-à-dire on peut ajouter, regardez, c'est l'équipement, ce routeur est connecté avec ce routeur à travers la liaison PPP. On peut ajouter quelques commandes au niveau de cette liaison et quelques commandes au niveau de cette liaison pour autoriser uniquement la communication entre le réseau LAN qui se trouve ici et le réseau LAN qui se trouve ici. C'est-à-dire après, si quelqu'un arrive à configurer un autre réseau LAN ici et un autre réseau LAN ici, voilà, il ne peut pas utiliser cette liaison. Exemple. Donc, on peut vérifier cette authentification à travers le protocole PAP et SHA. C'est des protocoles d'authentification. Qu'est-ce que ça veut dire authentification? C'est un protocole qui vérifie l'identité, soit d'une personne, soit d'un réseau, soit d'un trafic. Voilà, concernant le protocole HDLC, qui est un protocole OC1, utilisé pour relier les réseaux WAN, donc est un protocole de couche liaison de données. Voilà, c'est un standard. Voilà. HDLC définit une structure de trame, bien sûr, hein, qui a plusieurs de trame à plusieurs champs. Voilà, niveau 2, voilà, permettant un contrôle de flux et des erreurs. C'est-à-dire le HDLC permet aussi à travers les champs disponibles, il permet de vérifier les erreurs qui peuvent se produire et vérifier aussi, et permet aussi d'utiliser le contrôle de flux, donc les erreurs et l'accusé de réception. D'accord?
HDLC, c'est quoi? C'est une méthode d'encapsulation serrée à utiliser pour les liaisons serrées par défaut pour les routeurs Cisco. D'accord? Donc, si vous utilisez des équipements Cisco, HDLC est activé par défaut. D'accord? Pour relier deux liaisons. Je ne sais pas si vous êtes en train de... Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Il faut différencier. Il y a une liaison face Ethernet et une liaison serrée. Dans un routeur, il y a deux types de liaisons. Il y a la liaison serrée qu'on peut utiliser pour connecter un routeur à un autre routeur distant. La liaison Ethernet, qui est la liaison face Ethernet et Giga Ethernet, qu'on peut utiliser pour connecter les réseaux locaux. D'accord? Donc, pour les équipements Cisco, le protocole HDLC est activé par défaut dans les liaisons serrées. On ne va rien configurer. D'accord? On ne va rien configurer. Connecter le routeur A avec le routeur B à travers les liaisons serrées, sur un câble, c'est bon. Donc, la liaison HDLC sera utilisée. Et le protocole HDLC sera utilisé pour faire fonctionner les deux liaisons. Bien sûr, grâce au choix de protocole, une seule liaison serrée peut prendre en charge plusieurs protocoles. Regardez la liaison donnée ici. Voilà, la liaison donnée ici, c'est le standard. Dans le standard, il n'y a pas le champ protocole. Mais dans le HDLC Cisco, ils ont ajouté ce champ protocole pour prendre en considération plusieurs protocoles. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire protocole? C'est généralement le protocole de routage. D'accord? C'est le protocole de routage. Et donc, on peut, au niveau de même routeur, on peut configurer plusieurs protocoles de routage. Une liaison avec RIP, une autre liaison avec HDLC, voilà, avec OSPF, pardon. Et c'est bon. Donc, il suffit bien sûr de faire d'autres configurations. Et le RIP peut récupérer les routes à travers la liaison, notre liaison là où se trouve l'OSPF et vice-versa. D'accord? Donc, il peut prendre en considération plusieurs protocoles. C'est des protocoles niveau 2. Maintenant, pour la configuration d'encapsulation HDLC, regardez comment configurer donc HDLC, mais quand est-ce que pour les équipements Cisco qu'on a, c'est une encapsulation par défaut. HDLC, il est activé par défaut. Mais si jamais, si le protocole PPP est déjà activé, pour revenir à HDLC, il faut utiliser donc cette commande. Il faut rentrer dans l'interface serrée et utiliser cette commande. Encapsulation HDLC. Et c'est bon. Les deux côtés. Les deux côtés. Routeur A et routeur B. D'accord? Donc HDLC, regardez, et l'encapsulation par défaut sur les interfaces serrées synchrones. Synchrones, parce qu'ils sont synchronisés par défaut. Hein? Quand on dit synchronisé, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une horloge activée au niveau des interfaces pour envoyer des messages, des paquets de contrôle hello par exemple, pour synchroniser l'interface. Voilà. Pour synchroniser les horloges de l'interface. Voilà. Et s'il n'y a pas une synchronisation, donc le HDLC ne fonctionne pas. Pour le protocole PPP, concernant le protocole PPP, concernant le protocole PPP, désolé, concernant le protocole PPP, donc, généralement, on utilise PPP si vous avez un équipement non Cisco. Dans votre réseau, il y a des équipements Cisco, il y a des équipements non Cisco. Cisco, il fonctionne avec HDLC, l'autre équipement, il fonctionne avec PPP. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser les deux côtés, la liaison PPP. Hein, il faut activer l'encapsulation PPP.
PPP, bien sûr, encapsule les trames de données, voilà, avant les transmettre sur la liaison physique. Voilà. Le protocole PPP établit une connexion directe à l'aide, bien sûr, de câbles serrés, c'est-à-dire physiquement, il y en a une câble serré qui relie les deux liaisons. Un câble serré, un câble téléphonique, etc. L'essentiel, il y a une liaison physique directe entre les deux. Quand on dit direct, pas forcément direct, hein, faites très attention. Hein. Ça peut être en passant par un réseau de transmission à gérer télécom, etc. Le protocole PPP prend, bien sûr, trois parties, prend les trois points en considération. Il y a ce qu'on appelle d'abord, le PPP utilise ce qu'on appelle le tramage, c'est-à-dire il a la notion de tram, il utilise le même tramage comme celui de HDLC, voilà. Il supporte donc le multi-protocole, voilà. Il a aussi utilisé deux autres, si vous voulez, protocoles. En lui-même, ouais, il utilise d'autres types de protocoles. Le LCP, les Control Protocol, bien sûr, pour vérifier euh, la liaison niveau 2, d'accord? D'accord, pour vérifier, pour établir la connexion niveau 2, etc. Et tester la liaison niveau 2, etc. C'est ce protocole qui prend en charge ça. Voilà. On a aussi un deuxième, bien une série de protocoles, c'est Network Control Protocol, qui permet bien sûr de vérifier est-ce que le paquet, c'est niveau 3, c'est presque niveau 3, qui prend en charge bien sûr les protocoles IPv4 et IPv6, voilà, et permet de vérifier la bonne réception de paquets, contrôle des erreurs, etc. D'accord? D'accord. L'avantage de PPP, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a si vous voulez, un avantage. Il permet euh, d'implémenter une qualité du service, qualité de liaison. Voilà, il permet donc de gérer la qualité de liaison, donc il permet de contrôler la qualité de liaison. D'accord? Voilà, on peut utiliser PPP Quality avec un pourcentage. Voilà, d'accord? Voilà, on peut utiliser PPP Quality avec un pourcentage. Voilà. Bien sûr, si le pourcentage d'erreur, voilà, c'est un pourcentage d'erreur, hein. Si le pourcentage d'erreur est inférieur au seuil configuré, donc la liaison est désactivée. C'est pour éviter le trafic temps réel, comme le trafic de type voix et streaming, etc. C'est-à-dire si la liaison ne garantit pas une certaine qualité ou un certain pourcentage d'erreur, donc il vaut mieux de désactiver la liaison. D'accord? Aussi, le protocole PPP il prend en charge euh, la partie authentification grâce aux deux protocoles PAP et SHAP. D'accord? SHAP. D'accord? C'est des protocoles, on ne va pas présenter ces deux protocoles, c'est des protocoles d'authentification. C'est la partie sécurité. D'accord? Voilà, donc toujours pour l'architecture PPP, comme je vous ai dit, il y a le comment dirais-je, il y a le protocole NCP, Network Control Protocol, qui prend en charge la partie réseau. Euh, voilà, c'est pour l'accusé de réception, vérifier, enfin, très attention, c'est des protocoles niveau 2. Mais niveau 2, mais il prend en charge la partie réseau, parce que la couche réseau, il est là. Pardon, la couche réseau, elle est là, au-dessus de cette couche niveau 2, c'est-à-dire pour faire le passage facile. Donc, il y a ce protocole qui prend en charge certaines fonctionnalités de la couche droite et il fait le contrôle. Il y a le protocole LCP, Link Control Protocol,
Voilà, c'est pour vérifier la liaison, l'authentification, etc. Il y a une partie, bien sûr, c'est pour supporter la synchronisation physique. Voilà, c'est pour supporter le mode synchrone, asynchrone de la couche physique. Voilà, donc c'est le protocole PPP, hein, les couches de la protocole, du protocole, pardon, les couches du protocole PPP. Le protocole PPP, comme je vous ai dit, prend en charge aussi donc la notion de multi-protocole. Voilà, grâce au champ protocole, il y a plusieurs champs. Il y a l'indicateur qui indique la fin, le début et la fin de la trame. Voilà. Regardez indicateur, c'est un octet qui indique le début et la fin de, de trame. OK? Il y a le champ de données, bien sûr. Il y a un champ protocole pour prendre en charge plusieurs protocoles de routage. Il y a le champ FCS qui est permis si vous voulez, c'est un champ de 2 octets, donc 16 bits. Voilà. C'est un champ qui permet de vérifier généralement les erreurs. Là, les erreurs. C'est un champ de code. Regardez, c'est le calcul, c'est un calcul qui doit être réalisé par l'émetteur et en même temps par le récepteur. Donc, le récepteur doit trouver le même FCS. S'il trouve le même FCS, donc il accepte la trame. C'est le FCS, il trouve un FCS différent, donc la trame sera droppée, hein, rejetée. Voilà, c'est bon pour cette partie de chapitre 4. Donc, c'est bon, on a terminé ce chapitre. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des questions concernant ce chapitre. Voilà. Sinon, il nous reste 2 autres chapitres. C'est des petits chapitres de toute façon. Donc, à la limite, on aura besoin, pour terminer le programme, entre 2 et 3 séances. Il nous reste pour terminer les cours entre 2 et 3 séances. D'accord? Voilà, c'est pour le cours. Pour les TP, bon, je ne sais pas si j'ai déjà contacté, parlé avec le délégué à travers les emails hier et ce matin concernant le TP. Moi, j'ai programmé un test TP, comme je vous ai dit la fois passée. Dommage, on n'a pas fait le présentiel, beaucoup de séances sont présentielles, mais d'habitude, donc c'est les TP, c'est-à-dire il n'y a pas un test, c'est-à-dire des exercices pour le test. Non, c'est les TP, c'est la série de TP, voilà, et à chaque fois, donc un TP parmi les TP donc, sera noté. Voilà. Donc on va réaliser le TP normalement, mais il sera noté. Voilà. Généralement, moi je fais 2, 3 c'est-à-dire tests. D'accord? 2, 3 tests, et la moyenne oui, sur la machine, oui. Oui. Donc, les TP sur le pack tracer, je vous donne un exercice et vous faites l'exercice sur place et je vous note sur place. D'accord? Et je vous note sur place. L'exercice, bon, un exercice à plusieurs étapes, bien sûr. Quand vous réalisez la première étape, il y a une autre, la deuxième étape, il y a une autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de réaliser pour avoir la note de TP, vous n'êtes pas obligé de réaliser le TP de A à Z. D'accord? Moi, donc, j'ai programmé de noter le TP de la semaine prochaine parce que ça sera présentiel. D'accord? Le délégué m'a proposé une autre journée. Je ne sais pas. Donc, il m'a proposé le 12 et le 14, un jeudi et un samedi. Donc, tout dépend de la disponibilité des salles. Donc, si
il y a le 12, il y aura une présentation au niveau de centre calcul. Présentation, c'est une présentation de spécialité. Et comme moi, je suis concerné, je suis responsable de spécialité, donc je dois présenter. Donc, si le jeudi, on peut le programmer l'après-midi à partir de 13h. Si le samedi, ok. Le samedi, c'est à partir de 9h, il n'y a pas de souci. Donc, mais à confirmer, est-ce qu'il y aura des salles disponibles? Voilà. Est-ce qu'il y aura des salles disponibles? C'est un Tipeee, hein, et c'est un Tipeee comme tous les Tipeee. Je vous donne le support du Tipeee et voilà. Est-ce que tout le Tipeee sera noté ou bien une partie? Tout dépend de Tipeee. D'accord? On va voir, vous allez voir dans le Tipeee ce que vous avez déjà réalisé. Je ne vous donne pas une chose que vous n'avez pas, c'est-à-dire étudier ou que vous n'avez pas, c'est-à-dire faire un Tipeee sur elle. D'accord? Vous allez voir la configuration d'un réseau LAN, peut-être un réseau WAN, un protocole de routage, peut-être routage statique, routage dynamique. Voilà, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Donc, il faut décider. C'est selon le délégué, je ne sais pas si je suppose que vous avez déjà entré en discussion avec le délégué. Le délégué, il m'a dit, de préférence, on ne fera pas le mardi prochain. On va dédier une journée, le 12 ou bien le 14, samedi ou bien jeudi, en présentiel. Sachant que l'administration, on nous a dit qu'il n'y aura pas, c'est la dernière semaine présentielle pour votre vague, c'est la semaine prochaine. L'autre semaine, c'est la première vague, 2 semaines pour la première vague, et c'est bon. J'ai pensé au début qu'on aura l'occasion de revenir en présentiel vers la fin du mois de mai. Mais malheureusement, non. C'est-à-dire, la dernière semaine présentielle, c'est la semaine prochaine. Les autres semaines, c'est en ligne. Même après la première vague. De la deuxième vague, après j'ai la première vague de semaines, mais après, vous ne pouvez pas revenir en présentiel parce que il y aura les examens de première année. Et même, je pense, L2, L3, je ne sais pas. Mais pour vous, c'est à partir, je pense, de 1er ou de 3 juin, je ne sais pas. D'accord? Mais si tu vas bien, c'est-à-dire on aura les séances normalement, comme pour le cours, il nous reste maximum 3 séances. 2 ou 3 séances. C'est-à-dire si on arrive à faire la semaine prochaine une séance, malheureusement, la semaine prochaine, je ne peux pas faire la séance en présentiel le dimanche. Donc, si vous avez un temps quand même pour faire une séance en ligne, ce sera l'idéal. C'est-à-dire, je peux vous libérer à partir de maximum 15 ou 20 mai. Vous serez libre pour préparer les examens, etc. D'accord? Moi, pour les cours. Pour les TP, voilà, on fera les TP normalement. Il nous reste aussi, actuellement, on est en train de faire le TP, je pense, de vérifier. Le TP4, il nous reste, on a fait le routage RIP, puis il nous reste le routage, la même chose, le routage OSPF. Après le TP5, c'est le petit TP sur les VLAN. Il y en a aussi un autre TP sur comment configurer le DHCP. Aussi, c'est un petit TP, on peut le regrouper avec le TP5. Voilà. Et à la fin, le TP7, c'est pas le TP7, le TP7, je vais vérifier rapidement. Je vais vérifier. Le TP7, c'est la technologie WAN. Hein, comment configurer, par exemple, activer le PPP, activer la liaison PPP ou bien l'autre liaison. Voilà comment l'activer. Si on peut les regrouper comme des exercices dans un seul TP. Vous voyez? Donc, même en termes de TP, il nous reste
Pas beaucoup de choses pour terminer. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que je demande des séances pour faire les TP en ligne, etc. On peut les faire en ligne en détail. Je peux répondre à vos questions et je suis sûr que vous allez bien comprendre. Mais quand je demande des séances, toujours vous me dites que vous n'avez pas le temps, vous avez un planning trop serré, voilà. Et quand je remarque, voilà, comme ça par exemple, quand on fait une séance en ligne, il y a combien? Il y a entre maximum 10 étudiants qui assistent en ligne. C'est-à-dire, il y a quand même un problème. Donc, les étudiants n'assistent pas, même si on a une séance bien programmée en ligne, etc. Quand on demande une séance soit supplémentaire, soit une autre séance qu'on peut le faire en ligne, une séance ordinaire, toujours vous me dites qu'il y a un problème d'emploi du temps. Mais quand on compare le nombre, le taux d'absentéisme et c'est-à-dire, on ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. S'il y a un temps de présence élevé, je dis les étudiants en raison parce que voilà, assistent et ils ont un planning un emploi de temps trop chargé, donc je ne peux pas ajouter une séance. Voilà. Et il y a quand même, regardez, on est 6, même pas 6, 5 étudiants. Donc, voilà. Peut-être donc, si vous êtes d'accord, bon, le délégué, il m'a dit que donc il y a soit la semaine prochaine le TP, il n'y a pas un test spécifique, c'est le TP qu'on va le faire, ça sera noté uniquement. C'est une partie, pas la majorité, la totalité. Si on trouve une salle libre le 12 l'après-midi, ou bien le 14 l'après-midi, donc on va laisser, donc on va faire un TP aussi le 12, ou bien le 14, qui sera noté. D'accord? C'est un TP. Dommage, je fais un contrôle continu, c'est-à-dire, je préfère d'évaluer les étudiants plusieurs fois, plusieurs reprises. C'est comme ça, les étudiants auront plusieurs notes. Mais il a marqué la première, il a la deuxième, à la fin, il y aura une bonne moyenne. Voilà. Monsieur, le TP pourra se faire sur les machines de la salle où il faut un PC portable. Un PC portable. Pas sur parce qu'on ne va pas utiliser les équipements réseau. Parce que les équipements réseau, voilà, nécessitent, voilà, et on va perdre beaucoup de temps. Bon, sur les PC, monsieur, je n'ai pas de PC. Il n'y a il y a pas de souci. C'est pour ça que j'insiste sur la disponibilité de la salle TP. On va le faire sur la salle TP. Ceux qui veulent utiliser leur PC, utilisent leur PC. Ceux qui n'ont pas de PC portable, utilisent les machines de la salle. Vous voyez? Vous voyez, Nice? C'est ça. Sinon, si tout le monde est d'accord et si tout le monde utilise leur propre machine, on peut utiliser, par exemple, la bibliothèque, carrément, réserver si la bibliothèque est disponible, et faire les deux groupes en même temps, en parallèle. Un TP en parallèle qui sera noté. Mais toujours, on aura ce genre de problème, c'est-à-dire pas tout le monde qui a les PC portables. D'autres questions? Si vous êtes d'accord, j'aurais aimé faire un TP en ligne. Est-ce que les TP précédents sont notés? Non, non. Pour l'instant, j'ai
j'ai noté aucun TP. D'accord? On a fait une seule séance présentielle la fois passée. Voilà. Je ne vais pas vous demander donc de faire les TP en ligne et m'envoyer donc les TP vérifiés parce que c'est incorrect. Sincèrement, je ne vous cache pas. Voilà. Donc, les TP présentiels, je vous explique le TP. Voilà, je vous aide aussi dans la réalisation, mais le TP sera non. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, je préfère. Donc, il nous reste 2 à 3 séances pour terminer le, le programme. Pour les TP, si vous êtes d'accord, on peut faire un TP en ligne avant le mardi prochain. Un TP, on termine le TP 4. On peut même faire le TP 5. Voilà. Parce que c'est les VLAN, etc. Voilà. Donc, une séance, tu as 1 heure, peut-être maximum 1 heure et demie. C'est largement suffisant. Un exemple, on peut le faire ensemble. Voilà. Et le jour de présentiel, ça sera donc un TP qui traite ce qu'on a déjà traité. C'est un exemple, voilà, qui traite ce qu'on a déjà traité. Voilà, voilà c'est pour vous, voilà, c'est pour ne pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas réalisé avant. Donc, si vous êtes d'accord, hein, c'est à vous de voir. Donc, si vous êtes d'accord, on peut faire une séance. Alors, le TP, soit, je ne sais pas, soit demain, soit samedi. Voilà. Euh, Voilà, c'est ça. Pour la semaine prochaine, pour la séance de dimanche, donc je ne peux pas faire la séance de dimanche donc en présentiel. On peut la récupérer après, ou bien avant, si vous voulez. On peut ne pas la récupérer parce que peut-être on peut faire 2 séances directement pour terminer le chapitre bien sûr 5 et 6. Voilà, parce que comme il nous reste 2 chapitres, à peu près 2, maximum 3 séances pour terminer les 2 chapitres. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a réalisé, par rapport des questions d'ordre général par rapport au module? Voilà, vous pouvez les poser. Voilà. Moi, je suis disponible, même à partir de 17 h, à partir de... Là, c'est mon souci, c'est de terminer le programme, faire des exercices types de TP, parce que réellement, on n'a pas un programme réseau compliqué. Alors, moi, j'ai pris le programme qui a été fait l'année passée par M. Zafon, je n'ai rien touché, le même programme. Donc, en réalité, il n'y a pas vraiment c'est-à-dire un programme, vous pouvez, vous pouvez le- c'est-à-dire le maîtriser facilement. Donc, je suis disponible même, on peut faire des séances supplémentaires à partir de 17 h. Une séance, pas forcément une séance de 1 heure, de 1 heure et demie, une séance de 1 demi-heure, 40 minutes, comme vous voulez. Voilà. L'essentiel, on traite des exercices, je vous explique comment ça marche les choses, on fait des exercices ensemble, voilà, et tout va bien, vous allez à la fin maîtriser le module. C'est ça Pour l'examen, il faut lire uniquement. Bien sûr, l'UTP va vous faciliter c'est-à-dire de maîtriser les choses théoriques. Voilà. Pour les examens, il faut juste utiliser, bien sûr, les diapos, hein, le support de cours à chaque fois. Donc, aujourd'hui, je vais vous envoyer le support de chapitre 4. Utilisez uniquement les diapos pour réviser, pour préparer l'examen.
l'examen, ça sera un examen consulaire. D'accord? Donc, c'est des questions à choix multiples. Bon, quand vous lisez les diapos, vous pouvez utiliser, bien sûr, moi j'utilise cette méthode, c'est-à-dire quand j'ai un diapo, donc une formation sur d'un diaporama, alors à chaque fois quand je ne comprends pas quelque chose, j'utilise la recherche sur Internet pour bien comprendre la chose que je n'arrive pas à bien comprendre sur le, le diapo. Vous pouvez utiliser la même chose. Mais l'essentiel, c'est toutes les informations nécessaires se trouvent sur les diapos. D'accord? Alors, mon objectif, c'est de terminer le programme euh, maximum vers le 20 mai. D'accord? On termine. C'est comme ça, vous aurez quand même une semaine, soit pour faire d'autres choses, soit pour préparer les examens. D'accord? Donc, en conclusion, je suis à votre disposition pour faire des séances pour accélérer les choses. Il ne reste pas beaucoup de choses, yani, pour vous dire. On peut faire, comme je vous ai dit, même une séance de 30 minutes, 40 minutes. Voilà. Euh, Quelques séances, on ne va pas faire beaucoup de séances de toute façon. Voilà. Euh, voilà. Pour les cours, il nous reste maximum 3 séances. Pour l'équiper, la même chose. Pour l'équiper, la même chose. Pour le TP qui sera noté, soit le dimanche, soit le mardi prochain, soit comme vous avez proposé à travers le délégué le 12 ou bien le 14. C'est selon la disponibilité des salles de TP. Les salles de TP libres. Et les mécanos, les salles TP libres, donc on n'a pas le choix, on fera le mardi prochain. Mais toujours, si vous avez le temps, on peut faire des séances voilà, avant le mardi, au moins une séance de TP. Voilà. Et ça sera l'idéal voilà, pour terminer le programme. D'accord, les jeunes? Ok, je vous remercie. Euh, je vous souhaite bon courage. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, de me contacter voilà, en cas de en cas de souci, en cas de n'importe quelle question. Voilà, je suis à votre disposition. Assalamu alaikum.